pourquoi on a peur? Quelle est la fonction de la peur? Est-ce qu'on pourrait pas simplement supprimer la peur? Parce que ça semble, pour la plupart d'entre nous, si on se pose la question de la peur, ça a l'air de quelque chose de négatif. Donc on se dit, si on n'avait pas une baguette magique, en tout cas une méthode peut-être qui nous permette pas à pas de supprimer toutes nos peurs, on ferait un grand bond en avant sans doute dans notre évolution. Dans un sens, c'est vrai, si on est capable de se confronter à nos peurs, de les transformer, ça va être peut-être l'élément clé le plus difficile. Et si on arrive à dépasser, on va avoir un bond en termes d'évolution, de croissance, personnelle intéressant. Ce qui nous bloque souvent dans différentes situations, on verra qu'on fera le lien ensemble sur les autres ateliers aussi, notamment sur le stress. La peur est aussi à la racine du stress. Et donc en effet, si on était capable de transformer la peur, il se passerait plein de belles choses dans notre vie. Mais donc du coup, pourquoi est-ce qu'on a peur? Je vous renvoie d'abord la question avant de vous donner ma réponse. Pourquoi est-ce que selon vous on a peur? À quoi sert la peur? D'où elle vient? Pour moi, la peur, c'est, un instinct un peu de survie. Enfin, c'est une barrière qu'on se met pour, éviter de mourir, en fait, enfin, à la base. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, la peur. Mmh. Ça peut être ça. Ça peut être ça. En effet, s'il y a un animal féroce qui arrive devant nous, on doit être capable, par la peur, de prendre la fuite rapidement. Donc la peur, dans beaucoup de cas, va être connectée avec l'instinct de survie. D'autres idées? Damien, tu as envie de rajouter quelque chose? Ouais, c'était vraiment l'idée de se protéger, quoi. Que ce soit de la mort ou d'autres choses, quoi, de la honte ou du risque, et c'est vraiment de se protéger. Se protéger, ouais, c'est une bonne piste. Heu, Moi, j'ai l'impression que ça peut être un écart entre ce qu'on doit faire et ce qu'on pense qu'on peut faire, par exemple. Entre ce qu'on doit faire et ce qu'on pense qu'on peut faire. Par Ça, exemple, c'est intéressant que tu poses ça parce que c'était la définition qu'on avait dans le stress, en fait. Un écart trop grand entre la perception du danger et la perception de mes capacités. Et donc, en effet, à la racine de ça sont les peurs. Les peurs vont agrandir cet écart. J'ai peur de ne pas être capable avec ma perception donc qui diminue. J'ai peur que le danger soit trop grand. Et donc ça, c'est à la racine du stress. C'est la définition du stress. Et les 2 sont profondément liés. Peur et stress avancent ensemble. Puisque c'est une perception du réel, à partir du moment où j'ai peur, cette perception du réel est modifiée et transformée de façon négative, donc ça augmente mon stress. Bon, je sens que vous êtes en tout cas, vous êtes bien sur la voie et vous avez les bonnes idées. Christine, tu voulais rajouter quelque chose? Je vois que ton micro il est allumé ou c'est juste Non, mais enfin, pour moi, la peur, c'est surtout, la peur, ce que je ressens, c'est surtout au boulot, en fait, où voilà, j'ai beaucoup de stress et pour moi, quand j'ai peur, c'est que je vois en face de moi, par exemple, quelqu'un qui peut être, on va pas dire menaçant, mais bon, voilà, quelqu'un que je vais pas forcément sentir, où j'ai pas forcément un feeling, où je me sens constamment, challengée, on va dire. mmh. Et jugée. Donc voilà, moi la peur, je la ressens surtout, au boulot. OK, ça marche. Et là, c'est un très bon exemple. En effet, aujourd'hui, on n'est plus tellement confronté à l'animal sauvage qui va nous mettre en danger et on va devoir fuir, mais l'animal sauvage, c'est devenu notre boss ou le boss de notre boss ou certains collègues qui nous mettent en danger. On a une interprétation qui a un danger et du coup, ça génère de la peur à l'intérieur de nous. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. La première chose, c'est de comprendre que la peur est liée à notre rapport profond au réel. Notre rapport profond au réel, si on revient vraiment à la base de la base, si vous voulez, on est un petit animal et on essaye de se connecter avec le réel autour de soi. Comment est-ce que ce réel communique avec nous? Comment est-ce que la nature communique avec nous? Elle communique de 2 façons, par la douleur et par le plaisir. Je touche quelque chose qui est agréable, je me dis: «Tiens, c'est quelque chose qui me fait du bien». Je vais commencer à manger un fruit que je ne connais pas. Aujourd'hui, tout est organisé. Vous avez votre supermarché qui vous met ça, c'est comestible, ça, c'est pas comestible. Mais imaginons que dans notre rapport le plus basique au réel, on a besoin en permanence de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est pas bon pour nous. Et dans ce sens-là, on a un mécanisme très profond qui est le plaisir et la douleur. Si vous touchez du feu, vous allez vous rendre compte en une fraction de seconde que c'est pas bon pour vous. Mécanisme de douleur. Donc douleur et plaisir est la façon la plus fondamentale, la plus basique pour entrer en relation avec l'extérieur. Sauf que si on doit attendre d'avoir mal et d'avoir de la douleur pour réagir,
on est en danger. Donc le plaisir et la douleur sont les meilleures indications, sauf qu'elles ne sont pas suffisantes pour anticiper les réactions. Si vous attendez que l'animal sauvage vienne commencer à vous mordre le bras pour commencer à vous dire que c'est dangereux et qu'il faut s'enfuir, vous êtes en danger, c'est trop tard. Donc on a un mécanisme qui vient juste après. Le plus instinctif de tous, c'est plaisir et douleur. Quand vous êtes touché au niveau du plaisir ou de la douleur, ça touche les instincts de façon très profonde et c'est extrêmement difficile dans ces cas-là de réfléchir. Quand vous êtes sous la douleur très forte ou sous le plaisir très fort, c'est extrêmement difficile de passer à un état plus rationnel ou de réflexion. On est touché dans ce qu'on a de plus profond dans l'instinct. Et il y a un niveau d'élaboration qui vient juste après plaisir et douleur, c'est justement la peur et le désir. Donc la peur est l'anticipation de la douleur et le plaisir, l'anticipation du plaisir. On a un mécanisme qui nous rend capable d'analyser une situation et de nous décaler légèrement de cette situation en anticipant ce qui pourrait se passer. Donc ce n'est pas le réel qui nous fait peur, c'est le possible à partir de ce réel. Vous avez des perceptions, votre chef qui est devant vous, ce n'est pas le chef qui fait peur, c'est ce que vous interprétez du chef et ce qui vous inquiète de ce qui pourrait se passer. Donc la peur crée une distance indispensable à notre survie entre le réel de ce qui est en train de se passer et l'avenir. Et donc dans ce sens-là, la peur est profondément imbriquée et liée à l'imaginaire. Si on a compris cette définition de la peur, qui est l'anticipation de la douleur, nécessairement ça vient de notre imagination. Et il faut que ce soit comme ça, on a besoin de cette imagination pour se préserver. Sauf que dans beaucoup de cas, ça nous joue des tours. Et c'est ça qu'on va essayer de reprogrammer ensemble. Dans beaucoup de cas, le fait d'imaginer quelque chose de différentes situations nous met en difficulté plus que ça nous facilite la vie. Si on est en effet au travail en permanence en train de déclencher cette peur-là, on va être bloqué, on ne va pas oser prendre la parole, on ne va pas oser avoir un impact sur le monde autour de soi parce qu'on a peur. Donc le problème de la peur n'est pas les moments où ça nous fait prendre des précautions. Ça, c'est très bien que vous ayez peur des voitures qui traversent la rue, c'est excellent. Si vous n'aviez pas peur, vous seriez en danger. Par contre, si vous avez tellement peur des voitures qui traversent que vous sortez plus de chez vous, là, on a un problème. Votre imaginaire vous empêche d'aller dans la direction de ce que vous souhaitez. Donc, à partir du moment où on a compris ça, le meilleur outil pratique qu'on va avoir, c'est retravailler sur l'imagination. Vous voyez que c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. L'atelier d'il y a 2 semaines, reprogrammer ses émotions. On avait vu que la meilleure technique qu'on avait pour reprogrammer ses émotions, c'est de travailler sur la visualisation. Et donc là, quand on est sur une émotion en particulier, la peur, qui est à la racine des autres émotions, la peur et le désir sont à la racine d'élaborations qui vont se transformer en émotions. On verra ça aussi dans les prochaines semaines. On plongera sur différentes émotions dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, vraiment la peur qui est à la racine de tout ça. Donc la peur et l'imagination, et on va devoir travailler sur l'imagination si on veut mieux gérer nos peurs. Donc là, je vais vous donner une stratégie à suivre, on va dire pas à pas, qui vont nous servir dans notre quotidien. La première chose, à partir du moment où on comprend que la peur est dans l'imaginaire, c'est de se confronter à la peur, se confronter à la situation qui nous fait peur. Ça ne va pas résoudre toutes les questions, parce qu'à certains moments, on n'ose même pas s'y confronter. Mais dans certains cas, ça va fonctionner. En tout cas, c'est ce qu'on a besoin de faire à court ou long terme. On a besoin de se confronter à la situation. À partir du moment où vous vous confrontez à la situation, la plupart du temps, elle ne fait plus peur. Parce que ça venait de l'imaginaire. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le réel, dans le concret, et que vous affrontez la situation, ça fait beaucoup moins peur. Ça peut vous faire mal, mais ça vous fait plus peur. C'est tellement profond cette question d'imaginaire et de peur que tous les films qui veulent vous faire peur utilisent ça. Tous les films qui veulent vous faire peur n'utilisent pas des grands méchants. Ils utilisent des ombres, ils utilisent des musiques, ils utilisent votre imaginaire. Ils vous font croire qu'il y a un grand méchant. Qui a vu ici Matrix? Ça commence à dater un peu, c'est une question de génération là. Levez la main ceux qui ont vu Matrix. Ça va, je ne suis pas tout seul, j'ai quand même la plupart d'entre vous. Matrix, ils ont fait l'erreur que font beaucoup de films. C'est-à-dire que le premier est excellent. Je pense que si vous vous souvenez du premier Matrix, il nous a tous embarqués. On avait peur de quoi? On avait peur des agents. Les agents en costume, lunettes noires. Et vous remarquerez qu'on ne savait rien sur les agents dans Matrix. Vous savez juste que c'est des agents. Déjà, ils ont choisi le mot agent.
C'est le truc le plus impersonnel possible. Ils sont habillés de façon complètement impersonnelle. Ils ont des lunettes de soleil. Et nous, on imagine, notre imagination vis-à-vis des agents, la plus grande peur que vous avez dans votre vie, c'est de vous retrouver face à un agent. Qu'est-ce qu'il vous donne comme indication? Il vous dit, si vous êtes face à un agent, la seule solution, c'est de courir. Et ils nous laissent imaginer pourquoi. Ils ne nous disent pas pourquoi, mais on imagine que si on reste, notre vie est finie. Donc, ils touchent à la peur la plus profonde par notre imaginaire, en nous donnant volontairement très peu d'indications. Matrix numéro 2 fait la grande erreur de multiplier les agents et de faire Neo se battre contre les agents trop facilement. Donc, à partir du moment où dans la scène de Matrix, dans le numéro 2, même si vous n'avez pas vu le film, c'est pas grave, vous avez une centaine de ces agents qui nous faisaient très peur la première fois, et Neo, le héros, peut se battre contre ces agents sans mourir. Et là, on n'a plus peur. La menace avec 100 agents est beaucoup plus forte que la menace avec les 3 agents du numéro 1. Donc la menace réelle est beaucoup plus grande, sauf que notre imaginaire nous fait plus peur. Et donc nous, le travail qu'on va faire, c'est l'inverse, c'est dans ce sens-là, c'est de passer de quelque chose d'imaginaire à quelque chose de concret, de réel. Donc la première chose que vous devez faire dans vos peurs, c'est déjà vous y confronter. Soit vous y confrontez dans le réel, soit vous y confrontez déjà dans votre tête. Finalement, j'ai peur de quoi? On parlait tout à l'heure, on a lié peur et stress. Donc dans les situations de fort stress, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous poser et écrire sur un papier de quoi vous avez peur. Et vraiment laisser sortir tout ce qui vient. On peut faire ce travail là pendant 2-3 minutes ensemble. Notez la situation qui vous fait le plus peur ou qui vous stresse le plus et vous prenez 2 minutes pour vous dire finalement j'ai peur de quoi là-dedans? Et vous laissez venir. Parce que c'est pas juste OK, j'ai peur des araignées, mais pourquoi j'ai peur des araignées? J'ai peur des araignées parce que l'araignée pourrait me faire ceci, cela, je pourrais mourir, je pourrais avoir ceci, je pourrais avoir cela. Pourquoi j'ai peur de mon boss? Parce qu'il pourrait se passer telle chose. Donc prenez 2 minutes ici pour poser la situation qui vous inquiète le plus, qui vous stresse le plus et essayez de voir ce qu'il y a derrière et de noter de la façon la plus libre possible ce qui vous vient. Si vous viennent des choses absurdes, c'est encore mieux parce qu'elles viennent de l'émotionnel et à partir du moment où elles sont posées sur le papier, ce sera plus facile à les gérer. Là, vous prenez 2 minutes et vous notez une situation qui vous inquiète profondément. N'hésitez pas à marquer vraiment tout ce qui vous vient, tout ce que vous avez sur le cœur sur ce sujet. Ah, tiens, il pourrait m'arriver ça et ça et ça et ça. Parce que la conséquence en général, ça, c'est déjà immédiatement de réduire le stress qu'on a vis-à-vis de cette situation. Alors, une question de Pascal, ce n'est pas une situation qui fait peur, mais une grosse décision à prendre, un gros changement à entreprendre, n'est-ce pas plus compliqué à gérer? C'est de toute façon une situation de plusieurs options. Mais c'est la perception que tu as des différentes options qui t'inquiète. Tu peux faire exactement la même chose. Tu peux te projeter dans les 2 options et dire finalement, dans le fond, j'ai peur de quoi? Et tu vas derrière, OK, je vais changer de job, par exemple. Bah, j'ai peur de quoi? Ah, financièrement, il pourrait m'arriver ça, ça et ça. Je pourrais perdre ma maison, je pourrais ceci. Et là, on laisse sortir tout ce qui vient. Et de la même façon, le fait de le poser à l'écrit, tu vas te rendre compte ensuite rationnellement que beaucoup de choses que tu as posées ici ne vont pas se réaliser. Et donc le niveau de stress diminue. C'est une bonne façon de se projeter aussi dans différents choix. Bonsoir Dylan, pas de problème pour ton retard. Donc, première chose, se confronter à la peur. Si vous avez des questions sur la façon dont vous avez posé les choses, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à prendre la parole. Donc ça, c'est une première astuce, si vous voulez se confronter à la situation. Je vais vous raconter une grande peur que j'avais quand j'étais petit et comment est-ce qu'elle s'est dissoute. J'avais peur quand j'étais petit des loups. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'avais vraiment peur des loups. On m'avait raconté bêtement des histoires de loups. Alors, j'ai jamais compris pourquoi on raconte aux enfants des histoires qui font peur. Mais j'avais l'histoire de loups dans ma tête. Parfois, je me souviens d'être sur le canapé quand j'avais, je sais pas, 8 ans, 10 ans. J'avais peur qu'il y ait le loup en bas du canapé. Quand j'allais me coucher le soir, je me cachais, je me mettais la couverture au-dessus de moi pour que dans la nuit, le loup vienne pas m'attraper. Histoire véridique, hein. C'était difficile, c'était plus dur de respirer avec la couverture au-dessus de moi, mais je me disais que j'étais plus protégé et très souvent, je faisais des cauchemars de loup. Il m'arrivait des trucs, plein de situations différentes et je me faisais attaquer par le loup. Et à un moment donné,
Ma grand-mère, qui était psychologue à l'époque, m'a dit: «On va voir ce qu'il y a là-dedans. Tu vas dessiner la scène qui te fait peur». J'ai dessiné, j'ai commencé à faire: «Le loup, il se passe ça et puis mon frère me sauve pas en plus et je me fais attaquer» et cetera, et donc j'ai dessiné, je fais une petite bande dessinée de ce qui m'arrivait. Quelques semaines plus tard, j'ai fait un rêve où je rentrais dans une pièce, je tuais un loup. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais ça m'est arrivé comme ça dans mon rêve. Je me confrontais au loup, je voyais le loup et je le tuais. Je rentrais dans une autre pièce, tuais un autre loup. Dans une autre pièce, encore un autre loup. Et à partir de là, j'ai plus jamais fait de rêve de loup et j'ai plus jamais eu peur de loup. Je vous raconte aujourd'hui avec la distance. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Mais psychologiquement, j'avais osé dans mes rêves me poser et me confronter à ce qui me faisait peur. Tant que je me cachais sous la couette, ça fonctionnait pas. Et ce soir-là, d'ailleurs, où j'ai rêvé que je tuais les différents loups, j'avais osé dormir en dehors de ma couette. Et à partir du moment où j'ai osé dormir en dehors de ma couette, j'ai fait ce rêve et en faisant ce rêve, à partir de là, j'ai plus peur des loups. Vous pouvez utiliser cet exemple-là, cette métaphore pour beaucoup de choses qui vous font peur. Maintenant, la grande question pour vous apporter des outils, c'est que je pense qu'on a tous compris et que c'est logique ce que je viens d'expliquer ici, mais dans beaucoup de situations, on n'arrive pas à s'y confronter. Et dans mon cas, ça m'a pris plusieurs années avant de sortir de la couette. Et donc la question, c'est comment on fait quand la peur est si forte qu'on n'ose pas se confronter à la situation? Dans ce cas-là, deuxième stratégie, donc la première, se confronter dans notre pas à pas qu'on va utiliser ensemble. Deuxième stratégie, c'est justement de le faire petit à petit. Si vous avez peur, par exemple, de parler en public et qu'on vous met demain à parler devant 200 personnes, ce sera peut-être très difficile. Votre imaginaire va être trop grand, ça va prendre le dessus et du coup, vous allez vous bloquer. Si en plus vous avez une mauvaise expérience en parlant en public, votre peur va se renforcer. Donc se confronter à la situation est excellent si vous avez une bonne expérience. Et là, on revient sur reprogrammer les émotions. Il faut créer un nouveau canal, mais un canal positif. Si vous vivez l'expérience qui vous fait peur et que ça se passe mal, votre peur va se renforcer. Donc il faut y aller petit à petit. Disons que j'ai envie de parler, en public, ça me fait très peur. Au lieu de parler devant 200 personnes, je vais parler devant 10 personnes. Ou au lieu de parler devant 10 personnes, je vais commencer à parler devant mon miroir. Et après, je vais parler devant 2 amis. Et ensuite, je vais commencer à parler en public, petit à petit, progressivement. Parce que là, votre imaginaire va se défaire de lui-même. Ah, finalement, quand je suis devant 5 personnes, il ne se passe rien. Je ne suis pas mort de cette expérience. Du coup, je peux le refaire une deuxième fois et une troisième fois. Donc ça, c'est ma deuxième stratégie, faire petit à petit. Dans certains cas, on a tellement peur qu'on n'ose même pas faire le petit à petit. C'est-à-dire ceux qui ont très peur de parler en public, si je leur dis demain: «Tu vas aller parler devant 2 amis, faire un exposé», ils sont déjà pétrifiés. Ou avec l'histoire du boss que tu disais, Christine, par exemple, un boss très méchant, si tu me dis: «Bah, je vais aller parler à ce boss-là», j'ose même pas rentrer dans son bureau. Ou alors quand je rentre dans une posture où je me fais toujours attaquer. Comment est-ce que je vais pouvoir faire dans ce cas-là? Je vais pouvoir me confronter à la situation mentalement. Puisque la peur vient de l'imaginaire, je vais me poser et là on revient au cours sur la reprogrammation des émotions, je vais me poser, voir la situation qui me fait peur et m'y confronter mentalement. Au passage, c'est ce que font vos rêves. Pourquoi est-ce que vous rêvez encore des choses qui vous font peur? Parce que c'est une façon de vous mettre dans la situation sans être en danger. Sauf que le problème, c'est que dans nos rêves, on n'est pas conscient et donc on n'a pas de capacité à se reprogrammer. On n'a pas cette capacité à changer les chemins. Ça peut se passer année après année, comme je vous ai raconté avec le loup, avec l'histoire du loup. Il peut avoir des déclics, mais ils sont très lents. Or là, de façon consciente et lucide, ce que vous pouvez faire, c'est de vous confronter, de vous plonger dans les situations qui vous inquiètent et d'imaginer que vous vous confrontez à la situation et d'imaginer que ça se passe bien. Ça, vous pouvez l'utiliser vraiment pour n'importe quelle peur. Qu'on prenne peur, je ne sais pas, peur de parler en public, peur d'avoir un moment intime avec une personne, peur de parler avec son boss, et cetera. Le travail qu'on va faire est un travail de préparation, comme on pourrait faire avec un sportif. «Ah, j'ai peur de me battre contre tel adversaire». Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprogrammer ce rapport au réel. On avait vu que la peur est l'imaginaire par rapport au réel, donc on va reprogrammer cet imaginaire. Et dans ce sens-là, la meilleure chose que vous avez sont les cours de méditation et focus. Les cours de 30 minutes que vous faites à chaque fois, vous apprenez à vous décontracter profondément et à imaginer quelque chose. Donc on est en train d'apprendre à transformer notre rapport au réel.
reprendre le contrôle dessus. Et ça se fait principalement inconsciemment par le désir et les peurs. Sauf que vous avez très peu de contrôle sur les désirs et les peurs. Donc là, on va apprendre à avoir une autre stratégie, mentalement, de se plonger dans la situation, déjà de s'y confronter plusieurs fois et ensuite d'y aller. Et du coup, vous allez pouvoir associer, si vous voulez, la stratégie numéro 2 et numéro 3. La numéro 2, c'est de faire petit à petit. La numéro 3, c'est de faire mentalement. Donc disons que j'ai peur, je ne sais pas, j'ai une très grande peur que ma main passe au-dessus de l'écran, au-dessus de la caméra. Je suis terrifié par ça. Vous pouvez prendre comme métaphore de n'importe quoi. Je me dis que si ma main passe au-dessus de la caméra, il va m'arriver un tas de choses. Mon imaginaire me fait peur et quand j'étais petit, un jour, j'ai mis la main au-dessus de la caméra et j'ai eu très, très peur. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir m'approcher déjà et là, je vois qu'il m'est rien arrivé et je vais pouvoir imaginer que je m'approche encore. Je m'approche encore et tout va bien et la fois d'après, je vais pouvoir m'approcher un peu plus et pouvoir imaginer que je m'approche encore un peu plus et je vais m'approcher encore un peu plus et je vois qu'il m'arrive rien. Jusqu'au jour où je mets un tout petit doigt au-dessus de la caméra, tout petit morceau de doigt, j'avance un petit peu et je vois que je suis toujours en sécurité, jusqu'à ce que progressivement je puisse avancer. Parfois, ça va prendre des années pour certaines peurs qui sont profondes, enracinées. Donc, on a une stratégie ici à adopter. Ça ne veut pas dire qu'elle est miracle. Ça veut dire qu'il va falloir aussi du temps pour travailler dessus. Mais nécessairement, si vous voulez dépasser vos peurs, la stratégie, c'est de s'y confronter. Et pour s'y confronter, on va pouvoir le faire petit à petit. J'avais une question. Oui, vas-y, Océane. Là, tu parles de quelque chose d'assez finalement objectivé, une scène, quelque chose, mais quand c'est un peu moins palpable, comme par exemple, je pense à la peur de stagner dans sa vie en général, de se sentir qu'on n'évolue pas. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Au sens, c'est pas un loup, c'est pas comment on peut arriver à se projeter. Est-ce qu'on se crée des scènes du coup où on évolue dans certains domaines? Comment ça marche? Alors, dans un premier temps, il va falloir essayer d'analyser profondément où est la peur, en fait. Il n'y a pas besoin de faire un travail de 10 ans de psychanalyse pour là prendre le sujet que tu as posé, de se dire: «OK, j'ai peur de stagner». Moi, ça ne me suffit pas comme idée. Finalement, pourquoi j'ai peur de stagner? Ah, j'ai peur de stagner parce que j'ai envie de me sentir en vie et que le fait de stagner, je me sens confronté à la finitude, je me sens confronté à la mort et cetera. Généralement, on va revenir dans des grandes peurs à peur de la mort, peur de perdre quelque chose, donc à des choses plus profondes. Il faut creuser un petit peu, se dire: «Voilà, finalement, dans cette peur de stagnation, j'ai peur de quoi?» Et à partir du moment où tu arrives à identifier ce qui te fait peur profondément, là, on va pouvoir développer une stratégie qui est pas forcément vis-à-vis de situations particulières, mais de se dire: «OK, j'ai peur profondément de ne pas avancer». Bah, en effet, je vais développer l'imaginaire de finalement j'avance de façon concrète, je me sens bien, je me sens que j'ai un impact sur le monde. Tu peux creuser et dans ton cas, par exemple, tu te rends compte que pour toi, ne pas stagner, c'est changer le monde ou pour un autre, ne pas stagner, c'est se faire plein d'amis. Tu vois, il faut creuser et voir qu'est-ce qui se trouve derrière et une fois que tu as identifié ce qui est important et ce qui te parle derrière cette peur, là, tu vas renforcer ce que tu souhaites. Au passage, on avait vu dans les semaines précédentes que le travail de mentalisation ne marche pas à la négative. Donc ne vous dites pas: «Il ne faut pas que j'ai peur de telle chose, il ne faut pas que je stagne». L'imaginaire de dire: «Il ne faut pas que je stagne, je ne veux pas que je stagne», vous renforce simplement le fait de stagner. Donc il va falloir construire un imaginaire vis-à-vis d'autre chose. Exemple dans ce qu'a décrit Christine avec les collègues de travail qui inconsciemment font peur. On va pas se dire: «Il faut pas que j'ai peur de mes collègues», ça va pas fonctionner. Si on rentre dans le bureau, il ne faut pas que j'ai peur, il faut pas que j'ai peur, il faut pas que j'ai peur, il faut pas que j'ai peur, on va pas obtenir un bon résultat. Par contre, si je me prépare et là je réponds à la question que tu avais posée Océane au tout début, de dire finalement 1 heure avant un événement, qu'est-ce que je peux faire? Bah, disons une heure avant l'entretien important, pour Christine avec ses collègues de travail où généralement elle se sentirait en difficulté et agressée. On va pouvoir, dans le temps qui est avant, réactiver notre visualisation. C'est-à-dire se dire: «OK, qu'est-ce qui va se passer dans cet entretien?» On est en train de travailler l'inverse de la peur, on est en train de travailler le désir et de se projeter. Puisqu'on avait dit que peur et désir travaillaient sur l'imaginaire et ce qui nous permet d'interpréter le monde et d'avancer, on va renforcer le désir, on va renforcer ce qu'on souhaite. On va travailler à l'inverse de la peur. Donc on va se dire: «OK, dans 1 heure, j'ai mon entretien. Très bien, ça me fait peur a priori.
J'ai identifié que ça me fait peur pour telle raison. Je m'imagine dans cet entretien, j'imagine que ça se passe bien, j'imagine que je serre la main des collaborateurs en les regardant dans les yeux avec confiance, que je me sens bien, que je me sens à l'aise, que je parle, qu'ils m'écoutent, que j'ai un impact sur eux. Si je le fais une fois, ça va pas avoir beaucoup de résultats parce que moi-même, j'y crois pas. C'est-à-dire là, je l'ai dit à votre place, mais il faut que vous y croyiez, il faut que vous le disiez jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit fort pour vous et ce soit clair. Donc Dylan, se connaître soi-même, il y a toujours une cause à la peur de l'ennui. En effet, dans le sens de ce que je disais, de remonter sur la cause et sur le pourquoi. Donc vous voyez qu'il y a un travail ici d'identification des peurs. Et là, je vais vous indiquer ce qu'on peut faire aussi pour mieux identifier et revenir plus profondément dans notre inconscient. Il y a plusieurs pratiques à faire dans ce sens-là. Et à partir du moment où vous aurez bien identifié, un travail systématique de se projeter dans la direction de quelque chose de positif et de ce que vous souhaitez voir arriver. Au passage, c'est ce que vous faites avec vos amis quand ils ont peur, ou ce que fait une maman avec son enfant quand elle a peur. Elle la tient par la main et elle l'amène voir la chose qui lui fait peur et l'amène à avoir une bonne expérience vis-à-vis du sujet qui lui fait peur. Respire, prends ton temps, c'est pas si grave que ça, t'inquiète pas, ça va aller. Et dès que la peur est un petit peu passée, on va essayer d'y aller ensemble. Et nous, on va utiliser la même stratégie. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour revenir plus profondément et connaître davantage ses peurs? Comme disait Dylan, le connais-toi toi-même, gnotissoton, qu'on avait dans la devise de Socrate. Donc, se connaître soi-même, dans ce cas-là, ça consiste en quoi? Ça consiste à être capable de remonter un peu plus profondément dans son inconscient. Comment est-ce qu'on peut remonter un peu plus profondément dans notre inconscient grâce à nos outils techniques? Le moment où vous vivez profondément l'inconscient et vos peurs est le moment des rêves et des cauchemars. C'est le moment où vous êtes plongé, littéralement plongé dans le plan émotionnel. Sauf que, à nouveau, la difficulté, c'est qu'on n'est pas conscient dans ce plan émotionnel. Donc, quelle va être la stratégie qu'on va avoir dans notre cas? C'est faire une décontraction profonde tout en restant lucide et éveillé. C'est exactement ce que vous faites dans les cours. Vous apprenez à vous décontracter, mais le prof vous dit restez lucide et éveillé. Écoutez ce que je vais dire pour filtrer et assimiler que ce que vous voulez. Vous avez déjà dû entendre cette phrase dans la plupart des cours. On peut avoir des variantes, mais c'est toujours la même idée. On veut que vous restiez lucide, que vous restiez éveillé, que vous soyez pleinement décontracté, et donc que progressivement vous plongiez dans un état très proche du sommeil, et en même temps, être suffisamment lucide pour reprogrammer les choses. On ne veut pas simplement que vous plongiez dans le sommeil et que vous viviez vos peurs. On veut que vous soyez capable de vous décontracter complètement, de vous connecter avec le niveau inconscient, tout en projetant des images positives. C'est pour ça que les techniques de décontraction et visualisation sont les meilleurs outils qu'on a pour travailler sur les émotions et en particulier sur les peurs. Et je vais répondre à ta question tout de suite, Damien. Et la question ici est de revenir le plus possible aux causes. On peut travailler sur un niveau plus superficiel des peurs, c'est-à-dire sur les conséquences. Ah, m'imagine dans telle situation, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Mais plus on va réussir à remonter profondément dans les causes, plus on va avoir un bon impact. Comment se souvenir de ses rêves? Là, vous pouvez faire une pratique qui est relativement simple, mais demande un petit peu de discipline. C'est qu'à chaque fois que vous vous réveillez, tous les matins, dans les premières minutes, vous écrivez vos rêves. C'est extrêmement instructif et intéressant pour découvrir aussi bien vos peurs que vos désirs profonds. Donc, dans les premières minutes, il ne faut pas attendre parce que les rêves ensuite s'en vont très, très vite. Donc, vous venez de vous réveiller, vous prenez de quoi noter. Vous n'activez pas votre email, vous n'activez pas votre téléphone pour commencer à vous distraire. Vous restez immergé dans ce que vous avez vécu et là, vous commencez à poser des choses. Généralement, vous verrez que beaucoup de choses sont posées dans vos rêves de façon imagée, par symbole. Il y a beaucoup de livres de Freud là-dessus qui sont passionnants. L'imaginaire travaille par symbole, donc il ne faut pas le prendre nécessairement littéralement. Le loup, dans mon cas, peut être aussi la représentation d'autres peurs plus profondes derrière. Donc, il faut prendre un petit peu vos peurs et vous verrez que, en général, c'est extrêmement récurrent. Les cauchemars et les rêves reviennent encore, vous les vivez en boucle parce que vous restez justement dans cette même programmation émotionnelle. Donc, une très bonne pratique, c'est de faire ça. Vous verrez que les premières fois où vous le ferez, il n'y a éventuellement pas beaucoup de choses qui vous viennent. Ça dépend des personnes. Il y en a qui se souviennent très bien de leurs rêves et les autres très peu. Mais ensuite, jour après jour et semaine après semaine, vous commencez à décrire une très grande partie de vos rêves.
Ça peut être une bonne stratégie. C'est optionnel dans la stratégie que j'ai posée ici, dans tous les pas. Mais si vous le souhaitez, si vous avez la discipline pour faire ça et que vous sentez que vous êtes dans un moment où vous avez envie et besoin d'aller chercher plus profondément dans ce qui vous fait peur et vos désirs profonds, c'est une très bonne stratégie à employer. Et après, on va dire la connaissance de soi, elle va se développer aussi à travers l'attention à soi au quotidien. Il y a cette pratique d'observer les rêves, mais c'est aussi le fait de faire les cours qu'on fait ensemble, 30 minutes ou 1 heure. Pendant 30 minutes ou 1 heure, vous plongez l'attention sur vous et vous êtes attentif. Et vous allez commencer de plus en plus à franchir cette barrière entre conscient et inconscient. La meilleure technique pour ça, pour jouer avec la barrière conscient et inconscient, c'est la respiration. Votre respiration est toute la journée complètement inconsciente, sauf que vous avez la possibilité de la rendre consciente et de la transformer. Donc à partir du moment où plusieurs fois par semaine, vous posez l'attention, vous transformez volontairement votre rythme respiratoire qui lui-même a tendance à transformer les émotions, vous allez avoir une perception de vos émotions de plus en plus grande, semaine après semaine, mois après mois. Je reprends ici notre plan d'action. Et après, on va voir vos questions. Notre plan d'action, première chose à faire, là je reprends tous les éléments, mais on va les avoir dans l'ordre maintenant, tout ce qu'on a vu. Le début du travail, c'est peut-être, pour certains d'entre vous, mieux identifier la peur et ce qu'il y a derrière. Donc je vous ai fait ici, de façon un peu artificielle, sur 2 minutes, commencer à creuser quelque chose qui vous stressait, qui vous inquiétait. Ce même travail, mais de façon un peu plus approfondie. Identifier la peur et ce qu'il y a derrière, notamment à travers les rêves, ou à travers simplement une réflexion sur ce qui vous inquiète. Ensuite, dans le cas des peurs les plus profondes, s'y confronter mentalement. Une fois que vous y confrontez mentalement, y aller pas à pas, faire ce travail pas à pas et persévérer là-dedans. C'est-à-dire certaines peurs, ça va prendre un certain nombre de mois, un certain nombre d'années pour les dépasser complètement. L'important, c'est que vous ne soyez pas bloqué par vos peurs. C'est pas la peur en tant que telle n'est pas un problème. Elle est un problème quand elle nous empêche de faire ce qui est important pour nous. Donc, on doit mettre en place des stratégies pour progressivement faire ce qui est important pour nous et avancer en direction de ce qu'on veut. Des questions? C'est quoi la différence, entre ce qu'on fait ici et l'hypnose du coup? C'est pas la même chose? Le travail d'hypnose, lui, il est fait de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se met dans un état où on est susceptible, on est sujet à être influencé pour faire ce travail que j'étais en train de décrire. Sauf que nous, notre chemin, il part du même principe, sauf qu'à l'opposé. Je vais essayer de rentrer dans un état réceptif, mais où je ne suis pas susceptible de suggestions de l'extérieur. Justement, la phrase du début, c'est: «Je reste lucide et éveillé». Nous, ce qu'on veut, c'est vous faire rentrer dans un état profond de décontraction, mais vous êtes pleinement lucide. Le travail de l'hypnose, c'est l'inverse. Pleine décontraction, mais réceptivité dans le sens où je suis influençable de l'extérieur. Là, ce qu'on veut, c'est que vous décidiez de vous influencer vous-même. Donc le prof vous suggère des choses, mais vous devez être en mesure de décider vraiment ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez visualiser. Et vous êtes en mesure de faire ce travail par vous-même. C'est 2 états qui ont le même point de départ parfois, de respirer, de se détendre, mais qui au final visent 2 états assez différents. Et du coup, ça va te donner une possibilité non seulement dans la décontraction de visualiser, mais que ça s'intègre aussi dans ton quotidien. C'est-à-dire dans ton quotidien, ça va devenir aussi, puisque tu le fais régulièrement, cet état de décontraction, de visualisation, tu vas appliquer la même chose aussi dans ton quotidien. Quand tu vas voir que tu es inquiet, que tu as peur, ce travail-là que vous aurez fait en amont: «OK, bah, j'ai peur de quoi? Je vais rentrer dans une réunion, je suis tétanisé. OK, je me pose 5 minutes, j'ai peur de quoi? Je reprends une respiration déjà plus profonde. J'ai peur de quoi? Eh ben, je vais reprogrammer ma visualisation. J'ai peur de parler en public. Qu'est-ce qui m'inquiète profondément? Et là, je vais pouvoir visualiser. Donc ça va se faire aussi bien dans les cours, mais ensuite, c'est un outil que vous allez commencer à avoir dans votre quotidien. Et donc je rajoute à la stratégie aussi en même temps avec la question, d'Océane, qu'est-ce que je fais dans l'heure d'avant? Utilisez aussi la respiration. Si vous êtes vraiment dans un moment où c'est difficile émotionnellement, le fait de reprendre un rythme respiratoire plus stable va vous aider à mieux gérer l'émotion, du coup, à être plus lucide et pouvoir visualiser ce que vous voulez. Sinon, vous êtes immergé, la peur prend le dessus et du coup, vous imaginez ce que vous souhaitez pas. Avec une grande puissance. Si la visualisation positive fonctionne, la visualisation négative fonctionne aussi bien, voire mieux.
on a une capacité à imaginer des désastres qui est extraordinaire. La peur est extrêmement puissante pour vous faire visualiser ce que vous ne souhaitez pas. On avait vu dans d'autres ateliers ensemble sur la reprogrammation des émotions que la force d'une visualisation venait de la répétition et de la force des émotions qui portaient cette visualisation. Donc, de la même façon que le désir va porter de façon puissante une mentalisation positive, la peur va porter de façon puissante une mentalisation négative. Et quand vous vous laissez prendre dans la peur, vous renforcez la probabilité que les choses que vous ne souhaitez pas arrivent. C'est ça notre grand problème avec la peur. C'est que le fait de vous répéter qu'il va se passer telle chose, ça va être difficile, vous créez toutes les conditions pour que ça se passe. Avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure, d'avoir peur de parler avec ses collègues, par exemple. Les collègues nous mettent en danger. Cette peur-là fait qu'on crée toutes les conditions pour que ça arrive, parce qu'on rentre dans la salle, notre façon de parler est différente, notre posture est différente, notre regard est différent, et donc il y a toutes les chances qu'on se fasse agresser. Et si mentalement, on a transformé tout ça à la base, et à nouveau, c'est les cours quotidiens qui vont vous apporter ça, la posture est différente, le regard est différent, le ton de la voix est différent, et là, on amène toutes les possibilités pour que ce dont on a peur n'arrive pas. J'ai encore une question, je suis désolée de monopoliser la parole. Vas-y, non, c'est l'idée, c'est qu'on puisse échanger Euh, sur tout ça. c'est intéressant cette idée de confronter la peur, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a aussi une question. Enfin, je me pose la question, est-ce qu'il est possible d'éviter certaines peurs, d'éviter de s'y confronter par des situations qui alimentent la peur ou des personnes qui alimentent la peur, comme le disait Christine? Est-ce que c'est pas mieux des fois d'éviter ces peurs-là parce qu'on n'y est pas prêt maintenant, on y sera peut-être prêt plus tard, et du coup, une question consubstantielle. Du coup, ça va avec la priorisation des peurs. Est-ce qu'il vaut mieux pas s'occuper des petites peurs avant de s'occuper des grosses peurs? Toi de nous le dire. Alors, il y a plusieurs questions ici dans ce que tu as posé. Sur la question de comment est-ce que je vais prioriser mes peurs? Comment est-ce que je vais choisir les différentes peurs? Je dirais que ce qui va nous permettre profondément de dépasser la peur, c'est son opposé, c'est le désir. Et à travers la visualisation et en se projetant. Donc, on va se concentrer sur les choses que tu as le plus envie de réaliser. Tu n'as pas besoin de te confronter à la peur de parler en public si ce n'est pas important pour toi. Donc celle-ci, on peut la laisser de côté. J'ai très peur de parler en public. Mais ce que j'aime dans la vie, c'est lire, c'est faire de la recherche, c'est aucun problème. Par contre, j'ai envie de devenir ministre. Et j'ai très peur de parler en public. Là, tu vas avoir l'énergie suffisante pour te projeter, pour t'y confronter. Donc là, ça vaut la peine. Parce que tu as une projection forte qui va nous permettre de dépasser la peur. Donc je dirais que ce n'est pas une question forcément de grande peur ou de petite peur, mais la peur qui t'empêche le plus de te réaliser. Alors après, tu peux voir qu'il y en a plusieurs très grosses et prioriser. Commencer par des choses plus simples pour prendre confiance déjà sur ce mécanisme de dépassement des peurs. Plus tu seras confronté à différentes situations, plus ce sera facile de passer à celle d'après. Donc dans ce sens-là, oui, à choisir, c'est-à-dire si tu as une petite peur qui t'empêche de réaliser des grandes choses, choisis celle-là pour commencer. Donc le critère le plus important, c'est qu'est-ce que tu as envie de réaliser? C'est ça la vraie question. Mais ensuite, en effet, on peut commencer par celles qui sont les plus faciles à dépasser. Tu avais posé il y avait une autre question dans ta question? Redis-moi. C'était éviter la peur. Est-ce qu'on peut des fois éviter les personnes ou les On situations? peut tout à fait éviter, on a intérêt à les éviter parce que plus vous vivez de situations traumatiques, plus ça renforce la peur. Donc l'idée n'est surtout pas de se mettre dans des situations où on va vivre quelque chose de négatif. Si possible, éviter le plus possible. Maintenant, quand on a un désir de réaliser quelque chose, là, on va devoir s'y confronter. Si j'ai un désir d'avoir un impact en public et d'être un speaker, etc., je vais devoir, même si ça me fait peur, je vais devoir m'y confronter. J'ai peur, mais j'y vais. Je vais vivre le truc. Par contre, si c'est quelque chose qui te fait peur, j'ai peur des parkings la nuit, si c'est possible, évite ça jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas très grave. Mais si on analyse ce qu'il y a derrière, ce qui m'inquiète derrière, là, ça peut être intéressant quand même de travailler dessus. Donc les questions des peurs sont profondes et sont connectées à des questions inconscientes qui sont reliées les unes aux autres, si tu veux. Beaucoup de situations qui te font peur, souvent, sont connectées à une même peur, par exemple. Si j'ai peur de l'inconnu ou j'ai peur du vide ou j'ai peur de quelque chose, ça va se retrouver dans plein de situations différentes. Donc, je vais l'éviter dans une situation, mais ça va me rattraper dans une autre. Oui, Christine?
Si je peux Ah, ajouter quelque chose, et aussi pour répondre à Conchoute, par rapport à mon expérience, moi, je peux pas éviter, en fait. La peur, j'ai souvent peur. Voilà, par rapport au travail, comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, enfin, voilà, je pratique, on va dire. Donc voilà, l'idée des réunions, je m'en prends pas mal, on va dire. Et en fait, c'est vrai que voilà, au bout de 2 ans, bah, en fait, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de changements. Et puis, bon, c'est vrai que parfois, tu vois certaines personnes qui sont un peu plus, voilà, pas très sympas avec toi et puis qui essaient un peu de te casser devant tout le monde. Donc, au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre. Ben, j'ai carrément confronté la personne, voilà, séparément. Et voilà, j'ai pris entre les quatre yeux et puis je lui ai dit, écoute, voilà, enfin, ça peut plus continuer comme ça. Et j'avais vraiment peur au début. Enfin, avant de parler avec cette personne, enfin, je me suis dit: «Oh, je vais pas pouvoir y arriver» et puis finalement, je me suis dit: «Vas-y, dis-le» et puis, bah, je me suis sentie vraiment très, très bien. Et puis depuis, en fait, bah, ça se passe beaucoup mieux, avec cette personne-là, je me sens mieux. Puis la personne aussi, enfin, respecte aussi, voilà, certaines choses. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut y aller, quoi. Vraiment euh, c'est cette peur et puis bon après peut-être, voilà, j'y suis allée en frontal, mais je pense que c'était ma solution au bout d'un moment parce que sinon on subit tout le temps et au bout d'un moment, ben, j'avais envie de faire peur aussi. Donc bah, voilà. tu as donné un très bon exemple ici de tout ce qui peut se passer. On a tous vécu ce cheminement-là, d'un moment où on est plutôt en retrait et de se dire: «Voilà, je vais pas y arriver, ça va être difficile», du moment où on bascule, où on ose le faire et le fait, en effet, de se confronter à la situation fait qu'on va pouvoir la transformer. Il y a un autre élément que m'amène ta réflexion, Christine, ici, c'est qu'à certains moments, il faut changer quand même d'environnement. Parce qu'on a une capacité à se reprogrammer, mais dans certains environnements, on retombe toujours dans les mêmes travers. Et dans ce cas-là, le fait de changer d'environnement et de changer de personne vous donne une autre opportunité de transformer vos habitudes émotionnelles. Donc ça peut être une solution dans beaucoup de cas, de simplement, changer d'environnement, changer de beaucoup enfin, si vous sentez que dans un environnement, vos peurs sont en permanence redéclenchées, c'est extrêmement difficile de travailler sur soi quand c'est déjà installé. Ça, c'est une possibilité aussi, une chose sur laquelle il faut réfléchir. Dylan, tu voulais Oui, intervenir? oui, j'ai un petit, commentaire par rapport à Khonshu, à ce que tu as mentionné et je pense que Océane. c'est comment? Océane? Oui, pardon. Non, Cochette, elle disait que c'était un surnom, mais c'est Océane, son prénom. Pardon, Océane. Mais du coup, en fait, c'est exactement, je pense que toutes les peurs doivent être réparées et que c'est un peu dur de les mettre de côté parce que généralement, ils sont liés à ton loving child. Et donc, très souvent, c'est des peurs qui viennent de notre enfance, de ce qu'on a vécu, et qu'il faut avoir cette balance et cette accordance entre l'enfant aimé et l'adulte aimant, je pense. Et c'est un travail d'une vie parfois. Ouais, mais ce que je disais, en fait, c'était que des fois, il n'y avait pas de bon timing. Et tu vois, on évolue tous différemment. Ce que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait il y a 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'on est tous confrontés à des niveaux de peur en fonction aussi de notre évolution personnelle, tout simplement. Au-delà même de notre passé familial, d'enfants, etc. Je pense que c'est par étapes que ça doit se passer aussi. Donc, si on n'est pas prêt à se confronter à certaines peurs, c'est peut-être parce que c'est pas le moment. C'était plus dans ce Mhm. sens-là. Tout à fait, tu peux avoir Ouais, vraiment une stratégie, progressive. Pas de et à oui, nouveau, bien toute sûr, il faut savoir situation. casser les buts petit à petit pour essayer d'atteindre jour après jour notre but. Effectivement, c'est comme la peur de l'ennui, la peur de stagner. Ça peut en dire beaucoup sur le fait d'avoir peur d'être dans l'ennui et de se poser des questions qu'on n'aimerait pas se poser, par exemple, ou être confronté à soi-même. Je pense que c'est très révélateur tout ce qu'on peut voir.
Alors, Mais après, je pense aussi quand même que parfois on est confronté à des peurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut même pas. Enfin, par exemple, j'ai peur de la mort. Je suis en train de vivre, voilà, enfin, quelque chose de pas très drôle, et je suis confrontée. Enfin, je suis obligée d'être présente pour un proche qui va mourir. Et en soi, c'est ma plus grande peur en fait. Et je suis obligée parce que c'est un proche. Donc je peux pas me dérober. En fait, parfois il y a des peurs qu'on est obligé d'affronter, je pense aussi. Enfin, il n'y a pas de et Enfin, un la peu comme vie, Christine avec ses collègues, finalement, elle est quand même obligée d'aller au travail, Mhm. de, d'affronter en fait cet environnement qui est malsain, enfin, qui est pas sain. La vie va nous mettre dans des situations, nous obliger à nous confronter à certaines peurs. Et en fonction de comment on va réagir, soit on va dépasser la peur, soit au contraire, on va renforcer notre trauma. Et là, notre idée, c'est d'avoir des outils pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir se programmer, pour pouvoir optimiser les chances que vous avez de dépasser vos peurs. Dépassement de peur, vous l'avez tous déjà fait. Tout ce que vous décrivez ici, Marie, tu es en train de dépasser une peur et vous avez tous déjà vécu ça. Ce qu'on a fait ensemble, c'est de défaire les mécanismes pour les comprendre. Finalement, la peur, on a compris qu'elle venait de l'imaginaire. À partir de ce moment-là, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de repenser, de reconstruire notre rapport au réel. Et à partir de ça, vous avez des outils pour travailler la peur. L'expérience, à nouveau, ce n'est pas une baguette magique, mais on va réussir avec les années, en effet, à dépasser un certain nombre de choses. Mais plus on est conscient de ces mécanismes-là, plus on peut regarder un peu la situation de haut. Se dire, OK, là, déjà de vous dire: «J'ai peur», c'est déjà un pas en avant. Dire: «J'ai peur de telle situation parce que ça et ça», c'est déjà énorme. Parce que parfois les peurs, on est dedans, on ne sait même pas pourquoi on réagit de façon agressive ou par tristesse et cetera. Donc le fait d'avoir cette perception, cette observation de vous-même et d'avoir des outils pour repenser, pour resignifier, pour reconstruire votre rapport au réel, ça va vous donner les éléments pour que mois après mois, vous arriviez à progresser et aller en direction de vos désirs. Je vais vous amener une dernière réflexion ici qui va nous servir sur la gestion des émotions et sur les peurs. Si on comprend cette question de peur, elle vient avec le fait que notre perception de l'extérieur est une perception de danger. De la même façon que le stress, on avait une perception de l'extérieur comme un lieu dangereux et nous, notre perception de nos capacités était plus basse, donc il fallait augmenter la confiance en soi. Et profondément, une stratégie qu'on doit avoir, c'est activer de façon profonde des moments de détente, des moments de plaisir, des moments de réalisation. La meilleure façon aussi de dépasser ses peurs, c'est de vivre l'opposé, de vivre des moments de grand désir, de grand plaisir, de connexion. Tous ces éléments-là vont œuvrer pour que progressivement aussi, quand arrive une peur, vous êtes globalement pas dans cet état émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes en permanence dans l'état émotionnel de stress, de tension, de peur, c'est très difficile d'en sortir. Si au contraire, vous prenez l'habitude d'activer d'autres chemins émotionnels de façon très régulière, naturellement, au moment où vous êtes confronté à la peur, c'est beaucoup plus facile. Et c'est dans ce sens-là, à nouveau, que vous avez les cours réguliers. Nos cours fonctionnent. Après un certain nombre de mois, vous allez voir qu'il se passe un certain nombre de choses chez tous nos élèves, tous les élèves qu'on a vus ces 10 dernières années. Il y a une transformation qui se fait si c'est régulier. Il vous faut au moins, en général, 2-3 fois dans la semaine, 2 ou 3 cours dans la semaine, ou alors au moins d'entraîner certaines techniques au quotidien, que vous ayez votre respiration un peu dans le quotidien, et cetera, pour qu'à un moment donné, vous activiez des choses profondes à l'intérieur de vous. Donc l'entraînement de respiration tel que vous l'avez fait, qui est simplement de respirer de façon plus profonde, ça c'est le début du véhicule de la respiration. C'est: «Ah déjà je peux respirer de façon plus ample». Ça c'est juste le début. Ensuite je vais rajouter des rythmes dans la respiration, je vais rajouter des visualisations dans la respiration et après un certain nombre de mois, quand les élèves sont en train d'entraîner la respiration, vous voyez qu'ils ont un sourire qui se dessine sur le visage. Ils sont en train de respirer et se déclenche un niveau de plaisir très profond. Et on va être capable, avec des techniques simples, physiologiques, de déclencher des niveaux de plaisir et de sensations très profondes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que tout ce qui vous connecte à vous dans le sens de plaisir profond va œuvrer sur le moyen terme pour que dans des situations plus difficiles, vous ayez déjà une base de solidité. Très bien, je laisse encore quelques minutes pour les questions avant qu'on ait notre cours suivant qui commence et je fais l'annonce de notre thème de la semaine prochaine. Vous voyez que l'idée, c'est que semaine après semaine, on construit les éléments qui vont vous aider à utiliser tous les cours dans votre quotidien. La semaine prochaine, le thème sera la tristesse et la colère. Là, on a vu, si vous voulez, quand on parle de la peur, on voit les sous-bassements, la racine de la plupart de vos réactions émotionnelles.
Mais ensuite, on va avancer dans l'élaboration. On avait commencé avec plaisir et douleur, qui est ce qu'il y a de plus instinctif. Peur et désir est déjà une projection imaginaire. Et ensuite, quand ça se complexifie, quand ça s'élabore, si vous voulez, on a tristesse, colère et les différentes émotions auxquelles vous êtes confrontés. Et on verra que la dynamique de la tristesse est complètement différente de la dynamique de la colère. L'une nous tourne vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. Donc, on aura des stratégies et des outils spécifiques, des techniques spécifiques à utiliser pour la tristesse et à utiliser pour la colère. Donc, je vous invite mardi prochain à 18h pour cet atelier tristesse et colère. Et il nous reste 3 minutes si vous avez encore des questions. Ouais, j'ai juste un témoignage pour en fait aller dans ton chemin, dans ton sens. Ma fille a souffert de ce qu'on appelle du mutisme sélectif. En fait, elle était incapable de parler. Enfin, elle était incapable de parler en public, en classe, de réciter sa leçon devant ses camarades, d'intervenir, d'aller au tableau. C'est parce qu'en fait, elle avait une anxiété sociale extrêmement forte. Et on a trouvé une psy après en avoir testé plusieurs qui était incapable de traiter le point. Et la technique qu'elle a fait suivre à ma fille, c'est exactement ce que tu proposes, c'est-à-dire de confronter ma fille à ses peurs, mais de manière graduelle, avec des exercices répétés, hebdomadaires, bien cadrés. Là, tu vas parler avec une amie, mais qu'avec une amie. Puis après, tu vas parler avec une amie, avec la professeure qui est à côté. Et en fait, donc confronter à sa peur, de manière répétée et de manière progressive avec un niveau de difficulté croissant, quoi. Et ça a été très efficace en fait et assez vite. Et elle a réussi à dépasser son anxiété sociale et elle commence à parler en public devant ses camarades et elle est beaucoup plus à l'aise. Tranquille. Donc, je confirme, ça marche. Merci pour le témoignage, Pascal. Et vous voyez que c'est vraiment graduel. On va avoir des résultats là-dessus à partir du moment où on prend le sujet. On va dire on va y aller progressivement. Et ça allait en direction d'un désir profond de connexion, de sociabilité, de contact, etc. Donc, c'est un très, très bon exemple, là, une très bonne description de comment ça va marcher. Et à nouveau, vous avez tous les outils dans les cours pratiques. Faites le plus possible de visualisation. Ensuite, vous pouvez faire vos propres visualisations, comme vous l'avez compris aujourd'hui. Exactement de la même façon que vous le faites en cours. Décontraction profonde, vous relâchez. Et là, vous imaginez différentes situations et vous imaginez ce que vous souhaitez voir arriver. Pour ceux qui débutent ici dans l'app, je pense que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où les cours sont offerts. Et si vous voulez continuer en février, vous pouvez vous abonner. Je crois que la plupart d'entre vous, là, ce que je vois ici, vous avez quasiment tous déjà pris l'abonnement. Mais si vous souhaitez voir, je vous remets dans le chat le lien des 2 forfaits qu'on propose à travers l'app dans cette offre de lancement. Donc voilà, vous pouvez regarder ça si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger avec nous. Et j'espère vous voir très bientôt dans les cours et la semaine prochaine dans l'atelier tristesse et colère. Donc bonne soirée à tous Merci beaucoup, Jonathan. et à très Merci, bientôt. Jonathan.